Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Mise au point où on va parler de la pollution plastique. La plasticité est la capacité d'un corps à se déformer de façon irréversible sans casser. Elle est tellement importante pour cette famille de matériaux qu'elle lui a donné son nom. Ces matériaux sont malléables et comme ils peuvent être déformés définitivement, ils peuvent être moulés à chaud en différents objets. Il y a de très nombreux plastiques différents. La plupart des plastiques sont des composés organiques, c'est-à-dire des composés contenant du carbone. Beaucoup de plastiques sont également des polymères. Un polymère est une très grosse molécule formée par la répétition d'un motif, le monomère. Par exemple, si on fait une longue chaîne avec ce monomère, on obtient du PET. Le PET est un des plastiques les plus utilisés. On l'utilise sous forme de fibre dans nos vêtements sous le nom de polyester. On peut également le mouler pour en faire des bouteilles en plastique ou d'autres contenants. Pourtant, il n'est que le 4e plastique en termes de production mondiale. Le plastique le plus produit est le polyéthylène. Il est principalement utilisé dans les emballages comme les sacs plastiques, les films plastiques ou des conteneurs, notamment certaines bouteilles. Le second plastique le plus utilisé est le polypropylène. Les polypropylènes ont beaucoup d'applications. On peut en faire des fibres textiles, du mobilier, des billets de banque, du matériel de laboratoire ou encore des pièces de voiture. Le PVC est la 3e forme de plastique la plus produite dans le monde. Le PVC est énormément utilisé pour faire des tuyaux comme ceux d'évacuation d'eau, mais aussi des portes, des fenêtres, des bouteilles pour des applications non alimentaires ou des cartes, notamment nos cartes de crédit. Il y a de nombreux autres plastiques qui répondent à des besoins plus ou moins spécifiques, comme le polystyrène, le nylon, le silicone, le polycarbonate, le polyuréthane, etc. Les bonnes propriétés physiques des plastiques et leur facilité de production leur ont permis de supplanter en quelques décennies les matériaux traditionnellement utilisés avant, comme le cuir, le papier, le bois, la pierre, la céramique, les métaux, le verre, etc. La production de plastique annuelle était de 311 millions de tonnes en 2014, contre seulement 225 millions de tonnes en 2002. 20% de la production de plastique est européenne. En Europe, cette industrie emploie 1,4 million de personnes et a un chiffre d'affaires de plus de 350 milliards d'euros. Seuls 7,7 millions de tonnes sont recyclées en Europe. En schématisant, un tiers du plastique jeté a été recyclé, un tiers a été brûlé pour récupérer de l'énergie et le dernier tiers a été placé en décharge. Bien qu'il soit possible de faire des plastiques sans ressources fossiles, la majorité d'entre eux sont produits à partir de pétrole, de gaz naturel, voire de charbon. Entre 4 et 6% de la production mondiale de pétrole est utilisée pour synthétiser des plastiques. Bien entendu, cela pose un problème de soutenabilité. Qu'adviendra-t-il des plastiques quand les ressources fossiles se raréfieront? Mais ce n'est pas le seul problème que soulèvent les plastiques. Regardons d'abord ce qui arrive directement avec les plus gros déchets plastiques. L'un des effets les plus connus de la pollution plastique résulte de l'ingestion de débris plastiques par certains animaux qui les confondent avec leur nourriture. Par exemple, les tortues peuvent confondre un sac plastique avec une méduse. Ces déchets s'accumulent dans le système digestif où ils peuvent provoquer une occlusion intestinale. L'animal meurt donc de faim après des semaines de souffrance. Cet effet direct concerne également les dauphins ou les baleines. Dans les milieux marins, des débris plastiques, et notamment les filets de pêche qui sont perdus ou abandonnés, peuvent emprisonner des animaux, comme les poissons, les dauphins, les tortues de mer, les requins, les oiseaux ou encore les crabes. Les animaux pris au piège peuvent se noyer, s'étouffer, être lacérés ou simplement mourir de faim. Il a été estimé que 400 000 mammifères marins meurent de cette façon chaque année. On retrouve également des animaux qui continuent de grandir après s'être coincés dans un débris quelconque et montrent des déformations assez impressionnantes. Les gros débris plastiques sont les plus visibles. Je pense que je ne suis pas le seul agacé d'en trouver partout, à la mer, en forêt, à la montagne, dans nos rues, au bord des routes. Mais les aspects les plus problématiques de la pollution plastique ne sont pas les plus gros déchets, mais les plus petits. L'étude des microplastiques est en plein boom depuis quelques années. On parle ici de particules qui font entre 5 et 0,333 mm. Ces microparticules sont partout autour de nous. Laver nos vêtements synthétiques libère plusieurs milliers de microfibres à chaque lavage. L'abrasion des pneus lorsque nous roulons forme de petites particules plastiques. Une grosse problématique est celle des microbilles utilisées comme exfoliants dans des cosmétiques, des gels douche et des dentifrices. C'est une énorme source de microplastiques. Conscient du problème, certains pays ont déjà légiféré la question. Par exemple, les microbilles devraient être bannies du Royaume-Uni en 2017. Des lois sur la question existent aussi aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas. Ces microplastiques sont directement émis vers l'environnement ou passent les fils des stations d'épuration grâce à leur petite taille. Pour l'instant, la majorité des stations d'épuration ne disposent pas des moyens techniques nécessaires à l'élimination des microplastiques dans les eaux usées. Ces microplastiques se promènent ensuite dans l'environnement et on les retrouve partout.
Une analyse de miel français en a trouvé dans tous les pots, même ceux issus de l'agriculture biologique. Les chercheurs considèrent que la contamination environnementale est généralisée. On a trouvé des microplastiques dans les moules, dans les poissons, dans la bière et même dans les carottes de glace réalisées en Arctique. La plupart de ces microplastiques finissent dans les océans avec les débris plastiques plus gros. D'ailleurs, les déchets plastiques plus gros, que l'on parle de sacs plastiques, de bouteilles ou des granulés utilisés par l'industrie pour former les différents objets en plastique, ne restent pas éternellement sous cette forme. Ils vont se fragmenter en une multitude de microparticules. Cette fragmentation se fait de façon très efficace dans les océans, sous l'effet combiné du mouvement de l'eau, du vent et surtout du rayonnement ultraviolet. Tous ces plastiques se retrouvent dans les océans, mais en quelle quantité et qu'est-ce qu'il advient d'eux? Une partie de ces plastiques va s'enfoncer dans les océans et se déposer dans les sédiments. Une fois là, à l'abri du rayonnement solaire, ces particules peuvent rester pendant très longtemps, potentiellement des milliers d'années. On a même un nom pour la roche sédimentaire contenant du plastique qui se formera, le plastiglomérat. Et je vous promets qu'on en reparlera un jour. Les scientifiques qui étudient les fonds marins trouvent des résidus de plastique dans les sédiments à plus de 4800 mètres de profondeur. Les plastiques nous précèdent dans les profondeurs inexplorées des océans. Notre présence est visible partout, même où nous ne sommes jamais allés. Mais seuls les plastiques les plus denses ou alourdis par les organismes qui les colonisent vont couler vers le fond marin. Comme vous l'avez sûrement remarqué, beaucoup de plastiques flottent. Ils vont alors rester près de la surface de l'océan. Or, la surface des océans est parcourue par des courants et notamment par des gyres, de gigantesques tourbillons d'eau formés par les courants marins. Ces gyres vont donc concentrer les microplastiques en les empêchant de s'échapper. La gyre la plus polluée est sans aucun doute celle du Pacifique Nord qui concentre les déchets de la côte ouest nord-américaine et de l'est de l'Asie, suivie de la gyre de l'Atlantique Nord qui concentre les déchets plastiques de l'est de l'Amérique du Nord et de l'Europe de l'Ouest. La gyre du Pacifique Nord, vous avez sûrement entendu sur son nom de 7e continent ou continent de plastique. Pour ma part, je lui préfère le nom de vortex de déchets. Parce que contrairement à ce que pourrait faire penser la médiatisation du terme de 7e continent, les déchets plastiques qui le composent sont en grande partie des microparticules. Si vous allez faire du tourisme au milieu de l'océan, il y a de fortes chances que vous ne voyez pas le plastique qui vous entoure. Dans cette zone, les scientifiques ont trouvé en moyenne 334 000 morceaux de plastique par kilomètre carré, soit environ 5 kg de microplastique par kilomètre carré. Cela peut paraître peu, mais sachez que la concentration en plastique dans cette zone était 7 fois plus élevée que le zooplancton. Sérieusement, vous vous rendez compte que dans de très grandes zones, très loin de la civilisation, il y a plus de plastique que de plancton. Et pour ceux qui ne le savent pas, le plancton est l'ensemble des organismes vivants qui constituent les premiers maillons de beaucoup de chaînes alimentaires. Ce sont les petits animaux et végétaux qui sont mangés par les poissons, les baleines, les moules et bien d'autres animaux. Mais quels sont les impacts de ces microplastiques ? En fait, le problème avec les petites particules, c'est qu'elles sont plus faciles à avaler. Les sacs plastiques faisaient déjà des dégâts avec les tortues et les dauphins, mais là, on ratisse beaucoup plus large. Le zooplancton peut confondre les plus petites particules avec sa nourriture, et c'est la même chose pour les poissons. On a également retrouvé des plastiques de quelques centimètres en grande quantité dans le système digestif de certains oiseaux. Ces plastiques ne sont évidemment pas digérés par les animaux qui les ingèrent, et lorsqu'ils ne sont pas évacués, ils vont remplir le système digestif et donner un sentiment de fausse satiété. En gros, ces animaux meurent de faim, mais en n'éprouvant jamais la faim. Ils ont un système digestif bien rempli, mais de matière non digérable. Des études scientifiques ont montré que les microplastiques perturbent les comportements de nombreuses espèces. De jeunes perches, par exemple, en ingèrent, grandissent beaucoup plus lentement et n'atteignent pas l'âge adulte. Le plastique, ce n'est pas ce qu'on fait de plus nourrissant. Mais ce n'est pas tout. Certains plastiques ou additifs sont toxiques pour l'homme et l'environnement. C'est par exemple le cas du fameux bisphénol A ou des phtalates. Ils sont tous les deux reconnus comme perturbateurs endocriniens et on suspecte d'autres effets toxiques et écotoxiques. Mais rassurez-vous, la plupart des plastiques n'ont pas d'effet toxique direct. Et on est tellement entouré de plastique que s'il y avait des gros problèmes de toxicité, on l'aurait remarqué depuis longtemps. Les plastiques sont des matériaux organiques et hydrophobes, donc si vous avez bien compris la vidéo de la dernière fois sur les polluants organiques persistants, vous ne serez pas surpris d'apprendre que beaucoup de polluants organiques persistants aiment bien les plastiques, et ils vont donc venir s'y concentrer. Ce qui pose problème, c'est que les plastiques dans lesquels ces polluants se sont concentrés peuvent être ingérés par des êtres vivants. Une fois dans les organismes vivants, les polluants organiques persistants vont diffuser dans un milieu qui leur est bien plus favorable que l'eau dans laquelle ils étaient initialement. Les plastiques vont donc servir de concentrateurs et de vecteurs pour des polluants organiques persistants. Ils vont faciliter l'accès aux vivants pour des substances dont la toxicité est pour le coup bien étayée.
Un autre impact écologique important est le résultat de radeaux de plastique. Les débris plastiques peuvent s'accumuler jusqu'à former des radeaux de différentes tailles qui vont voyager sur les océans. Avec eux, ils peuvent emporter de petits animaux et des végétaux qui ont trouvé un abri sûr pour leur long voyage. Sur des radeaux, même invisibles à l'œil nu, on peut trouver des petites algues, des virus et des bactéries. Ces intrus peuvent faire énormément de dégâts à l'environnement sur leur lieu d'arrivée. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler des dégâts de certaines espèces invasives, alors je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais ce n'est pas un aspect à négliger. Et évidemment, les impacts dont on parle ici vont se répercuter sur toute la chaîne alimentaire. Si les poissons accumulent plus facilement des polluants à cause des plastiques, eh bien, c'est le mangeur de sushi qui finira par en pâtir. Il ne faut pas se faire d'illusions. Vu la présence des microplastiques partout autour de nous, il est fort probable que nous en avalions tous les jours. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu d'études scientifiques qui prouvent un impact négatif de ces microplastiques sur la santé humaine. Mais c'est un champ de recherche relativement récent, alors on n'est pas à l'abri de mauvaises surprises. En plus, il est très probable que ces microplastiques continuent de se dégrader en particules encore plus petites. Malheureusement, il est très difficile de suivre de très petites particules. On n'a donc aucune idée de l'importance ou de l'effet de particules encore plus petites que celles qui sont actuellement suivies. Le problème, c'est que plus une particule est petite, plus elle passe facilement les différentes défenses physiques des organismes vivants, en traversant notamment la barrière intestinale. Est-ce que ces nanoparticules de plastique seront complètement inertes? Ou est-ce qu'on tient là le prochain problème de santé publique majeur? La question reste ouverte. Le problème quand on parle des microparticules de plastique, c'est qu'il sera probablement impossible de les retirer de l'environnement. Elles sont minuscules et elles sont partout. Les séparer du plancton promet d'être une tâche complexe, voire simplement impossible. Même les projets les plus ambitieux des dépollutions des océans ne peuvent au final récupérer que les plus gros débris à la surface de l'eau. Ce qu'on peut faire en revanche, c'est arrêter de répandre autant de pollution plastique. Et pour cela, on a pas mal de choix. En premier lieu, ne pas jeter des plastiques partout dans la nature semble une très bonne idée. Les plus courageux pourront même ramasser les plastiques que d'autres jettent n'importe où, et il y a de nombreuses initiatives à cet effet. Recourir à moins de plastique de façon générale semble aussi être une piste prometteuse. À cet égard, remplacer les sacs de course par des cabards réutilisables a été un geste dans la bonne direction. Et honnêtement, ce n'est pas un changement qui nous a demandé tant d'efforts. Pour les plus attentifs, ce serait cool d'éviter les produits qui utilisent des microplastiques, en particulier les granulés ou agents exfoliants utilisés dans les dentifrices, les gels douche, les gommages, les produits cosmétiques, etc. Bon, en filmant, je me rends compte que j'ai oublié quelques petits trucs, alors je vais improviser un petit peu. Ici, je traite de la pollution des plastiques, donc des effets néfastes. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet positif à l'utilisation des plastiques. Je vais prendre deux exemples pour illustrer ce que je veux dire. Quand on a remplacé les bouteilles en verre par des bouteilles en plastique, on les a considérablement allégées. Cela veut dire qu'on a besoin de moins d'énergie pour les transporter. Eh bien, d'un point de vue environnemental, c'est une bonne chose. Cela veut dire qu'on utilise moins de carburant, donc moins de ressources fossiles. Un autre exemple, on utilise beaucoup de plastique pour conserver nos aliments. Des aliments mieux conservés, ça veut dire moins de pertes, donc moins de gâchis. Donc on diminue tous les impacts qui sont liés à notre nourriture. Voilà, avec ces deux exemples, je veux juste vous montrer qu'on ne peut pas dire voilà, les plastiques ont un effet négatif, donc on doit les bannir. Il faut toujours comparer les choses. On doit les bannir s'ils ont plus d'effets négatifs que des alternatives qui existent. Mais ce n'est pas forcément le cas. Les plastiques, même d'un point de vue environnemental, sont très intéressants. Et on n'est pas prêt de tous les supprimer. Alors oui, on peut lutter contre cette pollution en les faisant évoluer, et on en consomme sûrement trop, mais il ne faut pas croire qu'on n'aura plus de plastique dans 20 ans. Ils ont bien trop d'avantages. Évidemment, un meilleur recyclage diminuerait les problèmes, en diminuant les plastiques qui se retrouvent dans la nature et en diminuant l'impact de la production. Pour cela, chaque consommateur a sa part à faire, mais il faut aussi que les structures légales, industrielles et économiques soient en place. On peut par exemple noter que la France ne fait pas partie des pays qui a interdit la mise en décharge des produits plastiques. L'industrie plastique a fait beaucoup de recherches pour développer des matériaux adaptés à de nombreuses utilisations différentes. Les procédés ont été soigneusement étudiés, ainsi que la façon dont un plastique se comporte et se dégrade pendant sa phase d'utilisation. Malheureusement, ce qui arrive après la phase d'utilisation a beaucoup moins d'intérêt aux yeux des industriels. L'exemple des plastiques montre à quel point il est important de penser un produit sur l'ensemble de son cycle de vie. Pour les plastiques, il y a peu d'émissions pendant l'utilisation. Ce qui pose le plus de problèmes, c'est ce qu'on appelle la fin de vie, après la phase d'utilisation. À la fin de sa vie, un plastique peut être recyclé, mais ce n'est pas toujours possible ou rentable. Il peut aussi servir de combustible et fournir de l'énergie, ou être placé en décharge.
Dans certains cas, il finit dans l'environnement. Et le plus souvent, c'est là que les ennuis commencent. Pour mieux agir sur le problème, il est important de comprendre ce qui arrive au plastique après leur phase d'utilisation. Il faut répondre à des questions comme comment ils se décomposent, où ils vont, quels sont leurs impacts, etc. Pour l'industrie elle-même, il existe des alternatives. On peut faire des plastiques biodégradables à partir de champignons ou de résidus agricoles. Mais ces plastiques ont toutes les chances d'être plus chers et moins abondants que leurs homologues très résistants issus des ressources fossiles. On en revient toujours aux mêmes questions. Combien sommes-nous prêts à payer pour ne pas avaler tous les jours des microplastiques, pour ne pas laisser comme seule trace de notre présence des roches sédimentaires qui en sont chargées, pour ne pas étouffer la vie marine, pour ne pas subir les impacts de notre pollution? Et franchement, si j'ai un dernier conseil, ne vous réincarnez pas en animal marin. J'ai l'impression qu'entre l'acidification des océans, les poubelles géantes de plastique et la pêche intensive, les habitants des océans sont bien dans la merde. Les plastiques sont extrêmement utiles à nos sociétés. Ils sont peu coûteux et leurs nombreuses et intéressantes propriétés leur assurent une multitude d'applications. Ils vont donc nous suivre pendant encore longtemps. Malheureusement, leur avantage entraîne une prolifération de leur consommation et une partie d'entre eux se retrouve dans l'environnement. On en trouve des traces partout, dans le miel et la bière, mais aussi dans les glaces de l'Arctique et au plus profond des failles océaniques. Ils se concentrent dans les océans et en particulier dans les gyres océaniques où leur concentration dépasse celle du plancton. On peut distinguer les débris plastiques relativement gros et les microplastiques. La première catégorie recouvre tous les plastiques que l'on peut voir à l'œil nu. Ils vont étouffer des animaux, en piéger d'autres et servir de radeau à des espèces invasives. Les microparticules de plastique peuvent être directement émis ou résulter de la décomposition de débris plus gros. Avalés par des organismes vivants, il peut les faire mourir de faim et perturbe de nombreuses chaînes alimentaires. Ils peuvent aussi servir de concentrateurs et de diffuseurs pour des polluants organiques persistants. Pour lutter contre cette forme de pollution, il faut générer moins de déchets plastiques et mieux gérer leur fin de vie, que ce soit en les recyclant, en les détruisant ou en les rendant biodégradables. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des trucs. En tout cas, moi j'ai appris des trucs en la faisant. N'hésitez pas à me liker, à me partager, à parler de cette vidéo autour de vous et puis à me poser des questions s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Cette vidéo était la dernière que je voulais faire sur le cycle qui concerne les différentes formes de pollution. Donc le prochain cycle, ce sera sur l'épuisement des ressources. Et je suis sûr que je vais pouvoir vous apprendre des choses. C'était le Réveilleur et à bientôt sur le net.